Bonjour à tous. Après avoir passé 2 vidéos à explorer l'astronomie grecque, je me suis dit qu'il était temps de passer à un autre sujet. Je vais aujourd'hui vous parler d'une constellation particulière de l'hémisphère nord que l'on peut observer au printemps. Quasi inconnue du grand public, elle est pourtant très prisée des astronomes. Nous allons parler de la constellation de la Chevelure de Bérénice. La Chevelure de Bérénice est une constellation qui se situe à mi-chemin entre la constellation de la Vierge et la constellation de la Grande Ourse à l'ouest de la constellation du Lion. Ces 3 étoiles principales n'ont pas de nom identifié. Comme les autres constellations, on les appelle simplement alpha, bêta et gamma en fonction de leur luminosité. Ensemble, elles forment un triangle rectangle. Elles sont faiblement lumineuses, aucune d'entre elles ne dépasse la magnitude 4. Alors 2 mots rapides sur la magnitude. Plus la magnitude est petite, plus l'étoile est brillante. C'est une échelle logarithmique inversée, ce qui veut dire qu'une étoile perd un niveau de magnitude à chaque fois qu'elle est 2 fois et demi plus brillante. Le Soleil a une magnitude de moins 26,7, la pleine Lune de moins 12,6, Vénus de moins 4,6, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, moins 1,5, Vega, la référence 0, l'étoile polaire 2, la galaxie d'Andromède 3,4. La limite théorique pour l'œil nu est de 6,5. Pour les jumelles, on peut monter jusqu'à 10 et jusqu'à 31 pour le télescope spatial Hubble. Alors vu de la Terre aujourd'hui, Voyager 1 aurait une magnitude 50, autant dire qu'on ne peut plus du tout la voir. Dans la constellation de la Chevelure de Bérénice donc, il y a une soixantaine d'étoiles d'une magnitude inférieure à 6,5, c'est-à-dire théoriquement visibles à l'œil nu. Environ une quarantaine d'entre elles font partie d'un amas ouvert qui est basiquement appelé l'amas d'étoiles de la Chevelure de Bérénice. Cet amas d'étoiles est connu depuis l'Antiquité et il ressemble à l'œil nu à de la poussière d'étoiles dans le ciel. Alors attention, si vous essayez de regarder sous un ciel urbain, vous aurez déjà du mal à distinguer alpha, bêta et gamma, alors n'espérez pas en voir plus. Pour voir cet amas, il vous faut trouver un site d'observation très éloigné avec un ciel bien noir. Enfin, le pôle nord galactique, c'est-à-dire l'axe de rotation de la galaxie, est situé dans cette constellation. En regardant dans cette direction, on regarde donc surtout en dehors de notre galaxie, ce qui explique le faible nombre d'étoiles et le faible nombre de nébuleuses dans le coin. Au final, a priori, dans cette constellation, en tout cas à l'œil nu, à part l'amas d'étoiles, il ne semble pas y avoir grand chose à voir. Bon après, vous vous en doutez, si je dis a priori que j'en fais une vidéo, c'est qu'il y a bien au moins un truc de dingue là-dedans. Mais avant d'en arriver là, on va reparler un tout petit peu des Grecs pour répondre à la première question qui se pose. Mais c'est qui cette Bérénice qui a laissé traîner ses cheveux là-haut ? La reine Bérénice II du nom naît vers moins 270 à Cyrène en actuelle Libye. Elle est fille de Magas, lui-même fils de Bérénice Ier du nom, par son premier mariage. En second mariage, la reine Bérénice se marie avec Ptolémée Ier, un des généraux d'Alexandre le Grand et le fondateur de la dynastie Lagide qui régnera en Égypte pendant 300 ans. Magas devient donc le beau-fils de Ptolémée. Bon stop, on s'arrête 2 minutes et on fait un arbre généalogique sinon on va jamais s'en sortir. Voilà. Vers moins 300, Ptolémée envoie Magas conquérir Cyrène en son nom, ce qu'il fait avec succès. Mais suite à la mort de Ptolémée en moins 283, Magas décide de se la jouer solo en se proclamant indépendant. Il s'allie à Antiochos Ier, le fils de Séleucos Ier, fondateur de la dynastie des Séleucides en Anatolie, et lui aussi général d'Alexandre le Grand. Pour sceller cette alliance, Magas se marie avec la fille d'Antiochos Ier, Apama II, et se sentant pousser des ailes, il marche sur l'Égypte de Ptolémée II, son demi-frère, en moins 275. Mais malgré plusieurs victoires, sa conquête échoue, car il est obligé de revenir gérer une révolte qui s'est déclarée dans son royaume de Cyrène. Notre Bérénice, Bérénice II, est la fille de Magas et d'Apama II, et elle est née vers moins 270, quelques années avant l'attaque de Magas sur l'Égypte. Alors pour simplifier les choses, on va juste l'appeler Bérénice, il y a déjà assez de numéros avec la série des Ptolémées, dont je vous fais grâce de leur petit surnom mignon. N'ayant pas de fils, Magas marie sa fille unique Bérénice à Démétrios Kalos, le fils du roi de Macénois Démétrios Ier, lui-même fils de Ptolémée Ier. Magas meurt en moins 250 et Démétrios Kalos, le mari de Bérénice, devient donc roi de Cyrène. Malheureusement pour lui, son règne sera court. Bérénice le fait assassiner en moins 249 quand elle découvre qu'il a une liaison avec sa mère Apama II. Ça devient un peu tendu du côté de Cyrène, qui du coup n'a plus de roi et se retrouve un peu fâché avec ses alliés. C'est donc le bon moment pour se réconcilier avec l'Égypte. Vers moins 246, Bérénice est donnée en mariage à Ptolémée III, le fils de Ptolémée II qui est mort la même année.
Bérénice II devient donc reine d'Égypte à l'époque de l'apogée de la dynastie Lagide. Elle est la première souveraine à faire battre monnaie à son effigie. Elle devait avoir un sacré caractère et en imposer pas mal, la Bérénice quand même. Elle a 2 enfants, le futur Ptolémée IV ainsi que Magas, chacun du nom d'un grand-père, histoire que ça soit assez facile de s'y retrouver bien sûr. Durant son règne, Ptolémée III mène de nombreuses guerres en Orient qui agrandissent pas mal son royaume. Lors de sa 3e guerre en Syrie, Bérénice fait la promesse de sacrifier sa longue chevelure en offrande à Aphrodite afin que son mari rentre vivant. Et comme Ptolémée rentre victorieux de sa campagne, elle coupe alors une boucle de ses cheveux et en fait une offrande au temple de la déesse. Mais sa chevelure disparaît de façon mystérieuse. Alors qu'Onon de Samos, l'astronome de la cour, trouve une explication tout à fait rationnelle en indiquant un amas stellaire dans le ciel et en expliquant que l'offrande a tellement plu à la déesse qu'elle a placé ses cheveux à cet endroit. Il s'agit de l'amas d'étoiles dont je vous ai parlé au début de la vidéo et qui représente donc pour Quenon de Samos les cheveux de Bérénice qui pendent du triangle rectangle formé par les 3 étoiles. Quels poètes ces astronomes! Ptolémée III, le mari de Bérénice, meurt vers -221, laissant son trône à son fils Ptolémée IV. Et ce dernier commence son règne en faisant assassiner sa mère Bérénice ainsi que son frère Magas. C'était quand même assez sympa les relations de famille à l'époque. Contemporain de tout cela, Ératosthène, qui est lui aussi né à Cyrène, est le précepteur de Ptolémée IV à la demande de son père Ptolémée III, le mari de Bérénice. Ératosthène est surtout connu pour avoir calculé la circonférence de la Terre, mais il a aussi produit une carte du ciel et un catalogue d'étoiles. Il y place alors l'amas d'étoiles décrit par Quenon de Samos, qu'il nomme chevelure de Bérénice, dans la constellation du Lion. Un peu plus tard, Hipparque, reprenant les travaux d'Ératosthène, choisit d'en faire une constellation distincte qui contient l'amas d'étoiles de la chevelure de Bérénice et le triangle. Mais au final, Ptolémée, dans son Almageste, ne le retient pas parmi les 48 constellations qu'il décrit. Bon, je vais pas rajouter plus de détails sur ces 3-là, on a déjà dit beaucoup de choses dans les 2 vidéos précédentes. Il faut attendre la Renaissance et les nouvelles cartes célestes de Mercator en 1551 puis de Tycho Brahe en 1602 pour que cette zone du ciel devienne officiellement une constellation. La constellation de la chevelure de Bérénice, ou Coma Berenice en latin. Bon voilà, on a parlé de ce que l'on voit à l'œil nu dans cette constellation depuis l'Antiquité, les 3 étoiles en forme de triangle rectangle, alpha, bêta et gamma, ainsi que l'amas d'étoiles. On a aussi parlé de l'origine du nom de cette région du ciel qui est devenue une constellation officielle depuis Tycho Brahe. Tycho Brahe fait partie des derniers astronomes à avoir étudié le ciel sans instrument visuel. Il y avait bien l'astrolabe, mais il servait surtout à noter la position des astres, pas à voir mieux et plus loin. La lunette de Galilée et le télescope de Newton donnent naissance à des instruments de plus en plus précis qui vont permettre de faire des découvertes assez spectaculaires, notamment dans cette région du ciel. Alors, je ne rentre pas dans le détail de l'épopée de l'héliocentrisme et des instruments d'observation, Enfin, pas dans cette vidéo-là parce qu'il n'est pas exclu que j'en parle plus tard. Déjà, la première chose dont on se rend compte avec un instrument, c'est que bêta est en réalité plus brillante qu'alpha. Ok, pas de beaucoup, mais un peu. Alpha est une étoile bleue de magnitude 4,3 surnommée le diadème car elle représente la gemme de la couronne portée par Bérénice. C'est une étoile double située à 60 années-lumière de la Terre. Bêta est une étoile analogue au Soleil située à 30 années-lumière de la Terre, environ 15% plus massive que le Soleil. Sa magnitude est de 4,2 et elle a une teinte jaune-blanche. Gamma enfin est plus massive et plus éloignée, elle a une teinte orangée. Sa magnitude est de 4,4. Elle est située à 170 années-lumière de la Terre et a une masse d'environ 170% celle du Soleil. L'amas d'étoiles de la chevelure de Bérénice est répertorié aujourd'hui sous le nom Melotte 111. La quarantaine d'étoiles qui le composent ont un mouvement propre commun et sont situées à environ 280 années-lumière de la Terre. L'âge de l'amas est estimé à environ 450 millions d'années. Il est facilement visible avec une paire de jumelles. Messier, dont on a parlé dans la vidéo sur la supernova de 1054, a découvert dans cette constellation un amas globulaire en 1777 auquel il a donné le numéro 53. Nous avons fait une photo de M53 depuis notre observatoire en Espagne l'an dernier. Cet amas est situé à 56 000 années-lumière, ce qui fait de lui l'amas globulaire le plus éloigné de nous. Sa magnitude de 7,7 le rend invisible à l'œil nu. En 1780, Charles Messier inscrit un nouveau objet de cette constellation dans son catalogue M64, la galaxie de l'œil noir, que nous avons photographié aussi l'an dernier. Distante de 24 millions d'années-lumière, cette galaxie particulière possède un énorme nuage interstellaire sombre autour de son noyau. Le gaz, situé à l'extérieur de la galaxie, tourne dans le sens opposé au gaz des régions intérieures, signe d'une violente collision avec une ancienne galaxie aujourd'hui disparue. Messier a aussi catalogué plusieurs galaxies dans une zone assez proche, à cheval avec la constellation de la Vierge. Et plus les instruments progressent, plus on découvre de galaxies dans cette zone. Elles sont toutes situées à une distance d'environ 60 millions d'années-lumière. Cette zone s'étale sur 8 degrés dans le ciel, qui représente 16 fois la taille apparente de la pleine lune.
On l'appelle l'amas de la Vierge ou encore l'amas de Coma Virgo et il compterait 1200 galaxies environ. Parmi elles, M87 dont nous avons fait une photo l'an dernier. M87 c'est la galaxie supergéante au sein de laquelle a été photographié le trou noir en 2019. On trouve aussi M86 avec de nombreuses galaxies en arrière-plan au sein d'une jolie figure que l'on nomme la chaîne de Markarian. C'est une photo que j'ai faite de mon jardin il y a 4 ans. On avait prévu de la refaire d'Espagne ce printemps, mais la météo ne nous a pas laissé faire. Mais surtout, à côté de l'étoile Beta, se trouve un des objets les plus fascinants que j'ai photographiés. Alors que le déconfinement commençait, nous avons imagé pendant 3 nuits cette région du ciel avec le setup d'Espagne pour faire cette photo. C'est l'amas de galaxies Abell 1656, qui s'appelle simplement l'amas de Coma ou de la chevelure de Bérénice. Sur une zone d'environ 1 degré, 2 fois la pleine lune, on retrouve plus de 1000 galaxies, toutes situées entre 250 et 300 millions d'années-lumière. Ce sont tous les petits points ou traits que l'on voit sur cette photo. Un logiciel d'astrométrie permet de se rendre compte du nombre de galaxies présentes, la plupart de magnitude 15 ou supérieure. Parmi elles, NGC 4889 de magnitude 13 possède l'un des plus grands trous noirs connus, 21 milliards de masses solaires. À titre de comparaison, celui de notre galaxie fait seulement 4 millions de masses solaires. Notre galaxie contient environ 200 milliards d'étoiles, avec sûrement peut-être une dizaine de planètes en orbite. En extrapolant sur cette photo, on a 2 millions de milliards de potentielles planètes, sur une région qui fait seulement 1/40 millième du ciel apparent et une distance de 300 millions d'années-lumière, qui est bien peu par rapport aux 14 milliards d'années-lumière des limites de l'univers observable. C'est en observant cet amas que Zwicky émit pour la première fois l'hypothèse de l'existence de la matière noire. Alors Zwicky, ce gars, c'est un peu le Sheldon Cooper des années 30. Un génie visionnaire, mais tellement prétentieux et imbuvable avec tout le monde que personne ne l'a écouté et qu'il a fallu tout découvrir une seconde fois. Parmi les curiosités, en 2015, on a aussi découvert dans cet amas une galaxie, Dragonfly 44, d'une masse comparable à la Voie lactée, mais composée quasi intégralement de matière noire et qui n'émet donc quasiment aucune lumière. Alors en observant ces superstructures comme l'amas de Coma ou l'amas de la Vierge, que l'on sait désormais modéliser en 3D grâce à l'étude des vitesses des galaxies, on ne peut que se poser une question. Si la Terre est la structure qui englobe nos continents, que le système solaire est la structure qui englobe la Terre, que la Voie lactée est la structure qui englobe le système solaire, quelle est la superstructure qui englobe la Voie lactée? Et l'amas de Coma est-il l'image d'une structure semblable éloignée? Je vais vous laisser sur cette question, mais il n'est pas exclu qu'on en reparle dans une prochaine vidéo, qui est peut-être déjà même en cours d'écriture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors le format était plus court, mais pourquoi pas, vous avez compris, hein, c'est un petit peu le trailer d'une prochaine vidéo sur laquelle je vais travailler qui va parler des superstructures, des super amas de galaxies, à quoi ressemble l'univers à grande échelle. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Mettez-moi des commentaires, ça me fait très plaisir. Et donc merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.